Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool dans un esprit léger. On s'appelle Legal Club Sandwich puisqu'on vous donne rendez-vous 2 fois par mois, le jeudi à midi, pour discuter de tout un tas de sujets juridiques, mais pas trop. Et donc moi, je suis Thibaut Caoudal, je suis cofondateur de Leeway, qui est une Legal Tech qui aide les directions juridiques à maîtriser les risques juridiques et financiers en suivant leur contrat de manière efficace. Voilà. Et pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de mes 2 chroniqueurs préférés. Audrey, Pierre, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Très contente d'être avec vous tous, comme chaque fois. Et pareil pour moi, en plus un grand soleil sur toute la France, que demander mieux? Nous allons essayer d'illuminer encore plus votre journée. C'est parfait. Merci Audrey, merci Pierre. Est-ce que vous voulez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Oui, avec plaisir, je vais commencer. Alors, je suis spécialiste du recrutement juridique et fiscal. Je travaille chez Fed Legal et je suis manager. J'ai une super équipe qui travaille avec moi et j'ai plein d'activités annexes liées à ce beau métier chasseur de tête, du coup, comme gérer le blog Fed Legal, comme faire des interviews, des portraits de directeurs juridiques et fiscaux. Et un de ces projets aussi, c'est de co-animer avec beaucoup d'enthousiasme le Fleet Network avec Pierre Landy ici présent. Et le Fleet Network, c'est le réseau des juristes de la tech et des startups. Fleet, c'est pour French Lawyers in Tech. Et si vous n'êtes pas encore avec nous et que vous êtes dans la cible, contactez-nous. Voilà. Merci Audrey. Pour ma part, Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis le cofondateur donc, du Fleet Network, mais aussi de l'Alliance ENCO. L'Alliance ENCO, c'est en gros des ex de Yahoo qui sont tous avocats dans les pays européens, France, Allemagne, UK, Italie et Espagne, où on essaye d'agir en tant qu'avocat comme des juristes externalisés de manière très pragmatique. Mais surtout pour ma part, depuis maintenant 2 ans, je suis executive mentor, c'est-à-dire une sorte de coach pour les directions juridiques, les cabinets d'avocats, les directeurs juridiques, les équipes juridiques que j'accompagne pour voilà, qu'elles soient encore plus exceptionnelles que ce qu'elles sont déjà. Voilà pour moi. Et donc, émission 23 aujourd'hui. Donc, on a la chance d'accueillir Besma Boumaza, qui est directrice juridique et compliance, ainsi que secrétaire du conseil d'administration du groupe Accor, qui va nous parler du coup de la crise qu'elle a traversée depuis plus d'1 an maintenant, et avec son équipe, tout ce qu'elle a dû mettre en place. Besma, déjà pour commencer, comment ça va? Fatiguée, mais ça va. Fatigué, bon, on va te redonner la pêche aujourd'hui et on va parler de tout un tas de sujets importants. Est-ce que peut-être pour donner un peu de contexte, tu veux bien te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Absolument. Donc, je suis la directrice juridique du groupe Accor. Le groupe Accor, c'est un groupe, un des 5 plus gros groupes hôteliers mondiaux, leader dans l'hôtellerie de l'économique au luxe. Ça fait 9 ans que je suis chez Accor. Je suis entrée comme juriste corporate et voilà. Et depuis 2 ans, j'en suis la directrice juridique. Eh bien, merci pour cette présentation. Pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, est-ce qu'on peut revenir, bon, je sais que c'était il y a un peu plus d'1 an et que ce n'est pas forcément des souvenirs hyper heureux, mais c'est le thème de l'émission. Est-ce que tu peux revenir un peu sur justement les premiers mois? On sait que forcément Accor a été confronté voilà, à cette crise. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé déjà à l'origine et comment toi, tu as dû t'adapter? Oui, effectivement, l'hôtellerie, comme tout le monde peut l'imaginer, a été impactée de plein fouet et du jour au lendemain, enfin comme nous tous d'ailleurs, mais ça s'est déclenché à peu près au moment du confinement. On avait vu que ça pouvait arriver puisqu'on a des hôtels, on a beaucoup d'hôtels en Chine, donc on gérait déjà ça pour l'Asie, mais d'un coup, c'est le monde entier qui se ferme et tous les hôtels dans le monde qui se ferment. Donc, comment on a géré ça? Passer les quelques jours de sidération, d'organisation, puisque au même moment, on a mis
tout le monde en télétravail. On a dû rapidement se mettre au travail vraiment, puisqu'il a fallu gérer à la fois les clients qui devaient annuler leur venue dans nos hôtels, les propriétaires des hôtels à qui on a dit il faut fermer l'hôtel, et puis nos fournisseurs à qui on a dit il ne faut plus fournir. Pour ce qui est de l'équipe juridique, assez rapidement, il a fallu gérer ce flux de travail. Et ce qui a été très important, ça a été de travailler ensemble. On se parlait très souvent. La direction juridique de l'Accor, c'est une centaine de juristes dans le monde entier, avec une organisation assez régionalisée, mais d'un coup, voilà, toutes les semaines, on se réunissait pour gérer ça et pour s'entraider, pour savoir comment fermer l'hôtel, comment répondre à telle ou telle préoccupation, comment gérer les plaintes, la politique d'annulation au niveau du groupe. Donc, il y avait cet aspect tout de suite de réponse juridique et de s'organiser pour la donner. Et puis aussi, quand même, gérer le télétravail, chacun chez soi, et la santé. Si on se remet dans le contexte, on a toujours cette préoccupation de santé. Et donc, ce qui a été décisif pour moi et ce qui nous a permis, je crois, de tenir ces premiers mois, ça a été vraiment de se réunir, de se parler, alors virtuellement comme tout le monde, mais de se parler une fois par semaine sur des formats courts, 30 minutes juste pour prendre des nouvelles, pour garder le contact, s'assurer que tout le monde va bien, que personne ne perd pied, et puis plus régulièrement sur des formats plus longs pour se coordonner la réponse juridique. Et dis-moi, Besma, pardon, je suis le premier, Dis-moi, Besma, est-ce que ça s'est passé comme un tsunami, c'est-à-dire, on se souvient tous, ce week-end de folie, c'est le vendredi, les restaurants, et puis quelques jours plus tard, le confinement, tu vois, ça s'est joué sur 3-4 jours, hein. J'ai plus la date en tête, mais je sais qu'avec Audrey, on avait fait un rendez-vous du Fleet Network, mais genre 2 jours avant que ça commence, donc on était 60, c'était la fête. Mais est-ce que c'est un truc où tout d'un tu réalises que vous allez rentrer, ça va devenir un tsunami, ou est-ce que ça a été monté, où la vague est arrivée d'un coup? Non, la vague est arrivée d'un coup. En réalité, on a vu la vague arriver un petit peu via la Chine et l'Asie, mais en réalité, tout s'est accéléré en une semaine. En fait, en une semaine, ça s'est accéléré et les 2 semaines suivantes, on fermait tout. Donc, non, ça a été réellement une vague. Et si on prend un exemple, l'annulation, l'annulation, c'était du jour au lendemain, ce qu'on appelle les guests annulaient leur venue, ne pouvaient plus voyager, ne pouvaient plus rien faire et n'allaient pas dans nos hôtels. Et donc, d'un coup, il a fallu se coordonner, se dire quelle est la réponse qu'on donne. Enfin, tout le monde connaît la problématique. On rembourse pas. Ce sont des sujets bêtes, mais c'est ça qu'on doit gérer. Donc non, c'est venu d'un coup. Et au niveau de ton équipe, justement, Besma, qu'est-ce que tu as tout de suite mis en place justement pour encore mieux communiquer et faire face justement à ces travails imposés du coup? Je n'ai pas incroyablement innové. Tout de suite, on a mis en place, alors au début, un call d'1 heure par semaine, plus un appel, un call. En fait, il y avait différents niveaux de call, mais avec l'équipe de Paris, j'allais dire, on est 25 à 27 juristes, de se parler une fois par semaine en plus, juste pour se dire comment ça allait et pour parler de tout et de rien. Ce n'était pas des calls où on allait partager sur un sujet, c'était simplement prendre ses nouvelles, savoir qui était où, parce que c'est aussi réparti dans toute la France. Donc ça a été la première chose. Et ce que je disais, on l'a réduit ensuite parce que notre charge de travail, évidemment, a explosé. Et donc 1 heure, ça n'était plus faisable. Donc on l'a fait une demi-heure tous les vendredis et on l'a encore aujourd'hui. D'accord. Et donc tu continues à toujours, c'est une des questions qu'on allait te poser justement, mais toujours ce lien-là, du coup, c'est quelque chose que tu as gardé déjà depuis le début alors? Et Oui. que tu vas garder par la suite, oui. Je vais garder par la suite tant qu'on ne peut pas tous se voir d'une manière régulière au bureau. Et ce qui est important, c'est vraiment aussi l'aspect international avec tous les juristes dans le monde entier. On se parlait jusqu'ici, alors pas tous les juristes, mais avec les directeurs juridiques des différentes régions, on se parlait une fois par mois. On est passé à une fois par semaine. Parce que là, pour le coup, pour échanger vraiment sur des sujets juridiques. Ça a beaucoup renforcé nos liens. C'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as mis en place justement pendant cette période et que tu as gardées
par la suite, donc qui ont bien fonctionné, Oui, alors même si on n'en est pas d'abord, encore tout à fait sorti. exactement. Pour nous, on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti. On a, on a quasiment tout gardé. Alors, l'école une fois par semaine avec voilà, les régions, comme on dit chez nous, ça maintenant, c'est plus qu'une fois tous les 15 jours. Donc, on a quand même un peu allégé le rythme parce qu'on en avait un peu tous marre d'être sur Zoom ou sur Teams. Mais oui, on a gardé. Oui, et ça perdurera parce que ça a vraiment créé des liens. Ça nous a permis de se rendre compte que on avait besoin de se parler, d'échanger, et qu'en fait, on y gagnait. Et à la limite, on échange plus aujourd'hui que quand on était physiquement là. Parce que finalement, donc, est-ce que je vais garder ce petit checkpoint une fois par semaine? Oui, je compte bien le garder. Alors, de toute façon, nous, on est en télétravail. Donc, Ce qui est intéressant, ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de… Normaliser rapidement. C'est intéressant ce que tu dis, Esma, parce que justement, sur le retour moi, de certains directeurs juridiques, il y en a qui veulent absolument, du coup, évidemment, revoir toutes leurs équipes, et ce qui se comprend tout à fait. Et ce que tu dis, c'est que malgré la distance, en fait, vous avez réussi à créer du lien en fait, différemment et à être sans doute encore plus efficace sur certains aspects, justement. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi à avoir en tête, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je dis pas que c'est parfait, hein. Il faut évidemment faire attention à des personnes qui peuvent se sentir isolées, qui en ont marre. On essaye d'adapter la réponse. Nous, on a un protocole très strict, hein, au siège, donc on peut pas venir plus d'une fois par semaine. Mais j'essaye justement de demander aux uns et aux autres s'il y a des alertes, de demander des exceptions pour venir plus souvent. On n'arrête pas de demander des exceptions. Non, je suis persuadée qu'on ne reviendra pas à un mode où tout le monde sera au bureau 7 jours par semaine. À titre personnel, et je crois chacune des personnes dans l'équipe, a apprécié la flexibilité. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir décider ce qu'on veut faire. Et ça, je crois qu'on n'y reviendra pas, et ça n'a pas nui à notre efficacité. Au contraire, vraiment, on se parle plus. Moi, je ne parlais pas aux 25 personnes de l'équipe toutes les semaines, forcément, entre nos rendez-vous et tout. Et là, au moins, il y a un moment, il peut y avoir des blancs, ce n'est pas forcément passionnant, mais au moins, on se voit virtuellement et on se parle. On a remarqué, Besma, en tout cas, pareil, moi, quand je travaille avec pas mal de directeurs juridiques, que pour beaucoup, le rôle du juridique a royalement, enfin, non pas qu'il ait changé, mais il a été mieux compris dans beaucoup d'entreprises. Et beaucoup d'entreprises ont réalisé qu'on n'était absolument pas, ce que nous tuons à dire pendant cette émission, des empêcheurs de tourner en rond ou des gens qui ne sont pas intéressés par le business, mais qu'au contraire, les directions juridiques pouvaient aider le business, pouvaient trouver des arguments juridiques pour aider face à telle négociation. Tu peut-être nous parler de la force majeure, ça a été un grand sujet pour beaucoup de directions juridiques dans les contrats, ou même tout ce qui a été la mise en place du temps partiel. Enfin, tu vois, ça a été soudainement, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais que dans beaucoup de directions juridiques, on a été redécouvert. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti? Alors, je le formulerai un peu différemment. Peut-être parce que je suis un peu prétentieuse et je pense que chez Accor, on savait que les juristes étaient des business partners et il n'y avait pas besoin de ça. Je crois que ce que ça a remis au cœur un peu du business, c'est le contrat et le droit. En fait, moins que les juristes, c'est le droit. Quand on entend tout le monde parler de force majeure et qu'on est obligé de rappeler qu'en fait, ce n'est pas exactement ce qu'on pense à force majeure et qu'il faut arrêter de parler de force majeure. Enfin, nous, on a plutôt freiné en disant arrêtez de parler de force majeure parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que c'est et ça ne va pas jouer en votre faveur, donc il ne faut pas le soulever. Mais ça, ce qui a été, je trouve, très intéressant, c'est qu'on a parlé de notions juridiques, on a remis le contrat, on s'est remis à aller chercher ce qu'il y avait dans le contrat, ce que disait la loi. Et donc, c'est moins les juristes que notre matière qui a été mise à l'honneur, je trouve. Et évidemment, par ce biais, nous également, mais évidemment, on était au centre des discussions. Mais ce qui est intéressant, c'est quand le droit va ailleurs, se propage. C'est ça que je trouve, moi, intéressant, pour notre rôle et pour l'entreprise en général. Et au-delà de… Vas-y Pierre, je t'en prie.
Ok, non, je me disais, parce que vraiment, le leadership des directeurs juridiques a été éprouvé pendant cette période, parce que clairement, je pense que si tu n'as pas un leadership exceptionnel pour entraîner une équipe que tu ne vois que virtuellement, etc., ça a dû être très compliqué. Il y a un peu eu deux écoles à ce moment-là sur est-ce qu'il faut faire du fun avec les équipes, est-ce qu'il faut faire des activités de rassemblement des équipes. Je sais qu'il y a des équipes que je connais qui ont fait des apéros ou de la cuisine ensemble derrière leurs ordinateurs, et d'autres qui ont dit au contraire, non, ça va peut-être suffire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Besma? On s'est posé la question, je me suis posé la question. Ça n'avait pas commencé comme du fun, c'était vraiment pour prendre voilà, des nouvelles, échanger. Il y avait aussi beaucoup d'informations. Ma ligne de conduite, ça a été surtout d'être très transparente. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, hein, et on va se le dire, à un moment, la question qui pouvait se poser, c'est va-t-on survivre? Enfin, quand on a une activité qui, d'accord, a perdu 2 milliards en 2020, enfin, on est… alors, il faut partager. J'ai la chance d'être dans une entreprise dans laquelle le PDG communiquait très souvent aux salariés, donc il y avait des messages et de façon très transparente, donc ça nous facilitait la tâche parce qu'il n'y avait pas cette idée qu'il fallait cacher. On suivait l'activité, le nombre de fermetures d'hôtels et d'ouvertures d'hôtels semaine par semaine. Donc, il y a eu… Le premier objectif, c'était d'avoir l'information, de ne pas laisser partir l'imagination et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le premier objectif, on s'est posé la question d'avoir des trucs fun. Moi, je me suis beaucoup posé la question. La réalité, c'est que j'ai vu que l'équipe était tellement fatiguée par les calls, par les Zooms, par les réunions. On passait de 8h à 19h sur un écran à parler à d'autres gens. On l'a fait pour Noël. On a fait un quiz musical virtuel un soir, mais j'en ai eu envie. On essayait un petit peu, mais durant nos calls hebdomadaires. Mais la réalité, c'est que je trouvais que c'était du temps qui pouvait être gagné avec les personnes et moi, la première, avec notre famille, ou à se reposer plutôt que de prendre des extra hours pour s'amuser devant un écran avec l'équipe. Thibaut, je t'ai Ouais, coupé. vas-y, je t'en prie, Audrey. On va y arriver aujourd'hui. On a plein de questions pour toi, Besma. Et toi, justement, ça correspond aussi à ce que disait Pierre, pour rebondir. En tant que manager et leader, qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que directrice juridique et que manager de l'équipe? Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes un peu différemment maintenant, après cette année passée? D'abord, le lien. En fait, on n'est rien sans l'équipe. Je crois que c'est la première chose. Moi, en tant que directrice juridique, ça a été ma bouée de sauvetage, ça a été ma colonne vertébrale, ça a été vers quoi je me suis tournée en me disant heureusement que… Et il y a des gens formidables dans cette équipe, c'est une équipe juridique incroyable, et ça a été la première chose. Pour moi, ça a été une aide. Personnellement, égoïstement, ça a été une aide énorme de pouvoir échanger. Ce que j'en ai retenu, je crois, c'est voilà, l'importance des liens, l'importance de la transparence, de l'honnêteté, de pouvoir se parler. Et j'espère qu'eux ressentent la même chose. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire qu'en fait, finalement, le fantasme de l'information, je ne le pensais déjà pas, mais là, ça a complètement explosé. L'information qu'on ne partage pas. Quand on est en crise, en fait, tout ça est très dérisoire et on partage le plus possible et on est honnête et on dit ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Ça ne sert à rien de faire semblant de dire tout va bien quand on a un coup de mou, qu'on est fatigué et qu'en fait, voilà, on se dit eh ben, il faut le dire parce qu'en plus, d'autres gens vont nous remonter le moral. Enfin, on est ensemble, il n'y a pas une personne plus 20, on est tous ensemble sur un… Et puis, il ne faut pas oublier qu'au premier confinement, quand même, enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai qu'un Golden Retriever, mais déjà, c'était compliqué à gérer. Mais en fait, les collaborateurs avaient des enfants, tout le monde était à la maison, soudainement, tout le monde se retrouvait sur la table de la cuisine. Enfin, c'est vrai que ces 2 premiers mois, heureusement qu'on a une propension à oublier rapidement, mais ça
vraiment, je pense à tous les directeurs juridiques, ça a vraiment dû compliquer votre tâche d'arriver à tout gérer. Et d'ailleurs, on a eu une question, Nelly a fait un commentaire que je trouve intéressant. Elle a dit, pendant cette période, ça a été l'occasion d'accélérer la digitalisation de la direction juridique, ce qui, du coup, peut-être aurait pu prendre plus de temps. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui a été accéléré. Est-ce que tu dirais que vous aussi, c'est quelque chose, tu as vu tant de la part des collaborateurs que la direction de la société en général, que ça a changé quelque chose, ou peut-être des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler digitales, ou pas plus que ça finalement, parce que vous étiez déjà très avancé en digitalisation de la direction juridique? On n'était pas très avancé. On venait de lancer quelques mois avant la digitalisation de nos contrats. Donc, ce que ça a permis de faire, bon, ça a mis du retard dans le projet parce qu'évidemment, il y avait d'autres priorités pendant quelques mois. Mais à contrario, ce que ça a fait, c'est que ça a montré l'utilité aux autres. C'est-à-dire que moi, j'en étais persuadée, je pense que un certain nombre de juristes en étaient persuadés, certains autres aussi, mais là, d'un coup, ça s'est imposé. Je vais donner un exemple. On doit regarder tous nos contrats, nos plus de 5000 contrats pour nos hôtels pour savoir s'il y a une clause de force majeure ou pas. Bon, d'un coup, c'est une énorme pub pour la digitalisation des contrats. Enfin, là, il y a besoin de rien ajouter parce que là, on dit, ah oui, mais si on avait l'outil, on vous donnerait cette information sans aller chercher l'information de façon manuelle et ça va nous prendre quelques jours. Voilà, donc oui, c'est vrai, ça a accéléré. Nous, ça a donné du poids, de l'intérêt, c'est devenu une priorité stratégique pour le groupe que d'avoir cet outil de gestion de contrat. C'était avant une décision stratégique, une priorité stratégique pour la direction juridique. Maintenant, dans le cadre de notre réorganisation, parce qu'on a tout un programme de réorganisation et de transformation, une des priorités, c'est ça. Donc, ça l'a soit accéléré, soit ça lui a donné vraiment… On a des questions qu'on va poser tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait, on reviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Besma. On posera tout ça après les chroniques d'Audrey et Pierre. Et tu parlais du coup de ce que tu as mis en place au sein de la direction juridique, Besma. Est-ce que tu as aussi mis en place des choses justement avec les équipes opérationnelles? Est-ce que ça a changé un peu votre manière de travailler ensemble? Alors, est-ce que ça a changé? Oui, parce que ça a changé parce qu'avant, j'allais dire, on était plus sur l'accompagnement long. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait besoin de réactivité immédiate. On était au téléphone où il fallait prendre des décisions. Donc, ça a peut-être montré… Est-ce que ça a montré l'agilité et la flexibilité et la capacité de répondre des juristes? Est-ce que ça a changé profondément? Non, en visibilité probablement, en visibilité sur l'étendue des sujets et la capacité à nous interroger sur beaucoup de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Est-ce que ça a profondément changé notre façon de travailler? Je ne le vois pas encore. C'est trop difficile de faire des leçons pour l'avenir. On est encore en grande partie quand même dans la crise. Il y a Nelly qui souligne justement que travailler en mode plus agile aussi, ça a été sur tous les projets, avec des timelines plus courtes, ce n'est plus l'avatar des devs opérateurs du coup, donc ça corrobore ce que tu dis justement. C'est ça. Et comment justement tu gères une masse de sujets comme ça qui te tombe sur le nez du jour au lendemain? Parce que j'imagine que du coup, il y a déjà, c'est des nouveaux sujets. En plus, il y en a beaucoup en même temps. Comment toi, tu as géré ça? D'abord, je ne vais pas gérer toute seule. Hein. On est plusieurs. On a géré ça ensemble. On s'est réparti les sujets. On a appelé des avocats quand il y avait besoin. On a essayé aussi c'est toujours la même chose. On priorise, je n'ai jamais su comment on le disait en français, mais on fait des priorités, on répond à l'urgence. Et en réalité, je dis ça, mais si je me remets dans le contexte, il n'y a plus de priorité, il n'y a que d'urgence. Mais on répond, on cherche la réponse, on se parle. D'où l'intérêt de se parler. On se consulte, on se parle entre nous, on se réunit, on se dit, voilà, arrive la politique je vais prendre encore cet exemple, mais la politique d'annulation, elle doit être globale, elle doit être mondiale, Booking ne fait pas la même. Voilà, il y a des réglementations différentes, on fait des choix.
c'est aussi une autre, peut-être que ce qui est intéressant, c'est peut-être probablement pour les juristes plus juniors que nous, c'est aussi la capacité à analyser le risque de façon très rapide. Quel risque on prend? Quand on a des réglementations qui vont dire différemment, à un moment, on va se dire, en fait, on gérera la réglementation plus tard. Là, on va répondre à la question. Ça, j'ai trouvé ça passionnant. On sait le faire quand on a un peu d'expérience, mais je pense que ça s'est généralisé où il faut immédiatement évaluer le risque et prendre une décision. Et ça, peut-être que ça l'a montré au business. C'est peut-être ça aussi une des leçons. Et dis-moi, Besma, en termes de communication, tu parlais des gens entre l'équipe, les avocats, etc. Nous, ce qu'on a pu voir avec Audrey lorsque on animait le Fleet Network, donc tous ces juristes de la tech, des startups, qui avaient une chaîne Slack, qui n'arrêtaient pas d'échanger sur les problématiques communes qu'ils avaient les uns et les autres. Est-ce que tu as vu aussi nous, on l'a vu vraiment sur cet échange entre les directeurs juridiques de la tech, on a vu ça vraiment, on était aux premières loges avec Audrey pour le voir, à quel point tout le monde s'aidait. Est-ce que tu dirais que dans d'autres organisations, je ne sais pas, la FGE, le Cercle Montesquieu, ou tout simplement tes camarades du CAC 40, est-ce qu'il y a eu comme ça aussi des échanges entre directeurs juridiques en disant OK, comment vous faites, vous, qu'est-ce que vous avez décidé un petit peu? Est-ce qu'il y a eu cette fraternité des directeurs juridiques? Oui. Oui, il y a eu la FEP, il y a eu un peu la FGE et il y a eu le réseau. Et il y a le réseau, on se connaît. Moi, je sais que sur le sujet corporate, il y a une mailing list. On s'est échangé, on s'est appelé. Voilà, enfin, bien sûr. Et heureusement, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a des idées. C'est comme ça qu'on pense à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on a mis en place. On s'est appelé, bien sûr, c'est essentiel. Et par les avocats aussi, parce que les avocats peuvent savoir ce qui s'est passé ailleurs, nous mettre en contact. On était tous ensemble sur un bateau. Et tu relèves, on en avait parlé dans un précédent Club Sandwich, de l'importance de construire dès le début de sa carrière un network, un réseau de gens qu'on connaît et qu'on suit comme ça. Et c'est très important quand on est DJ ou juriste d'avoir son petit réseau parce que voilà, il faut pouvoir l'appeler dans ces cas d'urgence. En cas d'urgence, sonner l'alarme, c'était un peu ça, quoi. Donc, on s'appelait même quand on ne se connaissait pas. Moi, j'ai pu appeler quand je savais qu'il y avait des groupes qui vivaient la même chose. Je pouvais les appeler, on ne se connaissait pas, mais vous connaissez. En se disant, est-ce qu'on peut se parler? Parce qu'à mon avis, tu as le même problème que moi. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, ça a en plus des nouvelles connaissances. Et oh magie, tu vas bientôt pouvoir les retrouver au restaurant. C'est des gîtes que tu ne connais pas, en terrasse. Ça va être super. Thibaut? Absolument. Merci Besma, c'était hyper intéressant de revenir sur tout ça. C'est vrai qu'on a plutôt envie de regarder vers les mois qui arrivent que cette période, mais c'était super de ta part de revenir sur ça, ce que tu as traversé avec ton équipe, on a bien compris. Et donc maintenant, on va passer aux chroniques de nos chroniqueurs favoris. Et toutes vos questions, là, on les a notées, on va les poser après les chroniques. Donc, stay tuned. Alors, et donc, c'est à moi, bien évidemment. Je lance le jingle d'Audrey. Pour ceux qui ne connaissent pas Legal Club Sandwich, il y a toujours de jingle. Voici celui d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler des trous dans le CV, qui est un gros sujet pour le coup, qui peuvent concerner beaucoup d'entre vous, d'entre nous, beaucoup de juristes. Voilà, en fait, c'est quoi un trou dans un CV? C'est une période en fait d'interruption d'activité professionnelle dans votre carrière. C'est peut-être dû en fait quelque chose de votre fait, un congé parental, un choix, du coup, un congé sabbatique, un projet personnel, une reprise d'études, un projet professionnel, notamment de création d'entreprise. Je ne vais pas faire toute la liste, mais il peut se passer plein de choses. Et ça peut être aussi dû à des choses que vous n'avez pas à maîtriser, comme un licenciement, un burn-out, un congé maladie et tout un tas d'autres choses pas très sympas non plus. Donc ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on a un trou dans le CV, un trou dans la carrière? Ça peut arriver. Déjà, on l'assume en entretien. C'est vraiment un conseil très, très important. On en parle, on ne le cache pas, on doit en parler de manière factuelle, on explique sans se justifier parce que c'est clairement pas l'endroit. Et ça se dit et ça s'entend très facilement. Moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Il y a plein de gens qui me parlent de ce qui s'est passé dans leur vie, voilà, mais brièvement. Donc, ça s'entend tout à fait. Voilà, j'ai choisi de prendre une année pour m'occuper de mes
enfants. J'ai décidé de partir faire le tour du monde. Je rêvais toujours aussi de monter ma structure. Alors, je l'ai fait. Ça s'entend, donc assumez vos choix ou ce qui s'est passé aussi dans votre vie professionnelle et restez honnête aussi. Ça, c'est très important parce qu'un trou dans un CV, oui, ça existe. Ça s'appelle la vie, en fait, tout simplement. Des choix qu'on a faits, des événements qu'on n'a au contraire pas choisis. Donc, dites-le avec honnêteté, c'est vraiment la clé. Exemple aussi sur les dates, par exemple. Soyez honnête. Là, je vous donne quelque chose de très précise que je vois très souvent pour le coup, c'est-à-dire juste, par exemple, 2019 avec une expérience en face. Sauf que ça ne veut absolument rien dire. Vous avez pu y rester 2 semaines ou 1 an. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, mettez entre parenthèses la durée d'une expérience, par exemple. Voilà, soyez toujours honnête par rapport à ce que vous dites sur un CV et en entretien. Quand vous en parlez, soyez synthétique. Attention, pas de longues tirades. Tout ce que je vous dis, en fait, c'est du vécu, hein, donc je compte sur vous pour mettre en place tous ces conseils. Et soyez factuel aussi. Évitez de trop vous justifier, d'avoir trop d'émotions. Si vous avez été licencié, ce n'est pas trop le moment d'être en colère sur votre là-dessus. Ça a déjà arrivé aussi, donc ce n'est pas le moment. Donc soyez factuel, synthétique. Sinon, ce n'est pas très bien perçu en entretien. Restez autant que possible positif. Voilà, là, je parle par exemple d'une expérience que vous avez eue, vous avez créé une société, ça n'a absolument pas marché, ça arrive à plein de gens, et dites-le et expliquez ce que ça vous a appris aussi et sur vous, sur la façon dont vous gérez les choses et ça a forcément appris des choses pour la suite. Et je me souviens de plusieurs candidats qui l'ont fait et je l'ai très, très bien compris, donc sans souci là-dessus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi? Très important, mentir. Alors ça, par contre, jamais, 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 ne mentez jamais. Déjà parce que c'est pas bien de mentir, ça c'est une première chose et aussi parce que le monde du droit, il est tout petit, comme, vous le savez. Là, j'ai des exemples très précis à vous donner. On a pris une référence sur un candidat avec son accord, bien entendu et en fait, ce candidat, on l'a appris durant la référence, en fait, avait rajouté un deuxième CDD, dans cette même structure, sauf qu'en fait, il est resté qu'une seule fois. Mais comme il y a eu un trou dans son CV, il s'est dit: «3 ans plus tard, je vais mettre que je suis resté en CDD», sauf que personne ne se souvenait de lui. Donc c'est quand même dommage. Et autre exemple aussi, un candidat avocat avait oublié de nous dire en fait qu'il était parti de son cabinet d'avocat depuis à peu près 1 an et demi. Donc c'est quand même dommage voilà, de mentir là-dessus. Il vaut mieux être honnête et expliquer les choses. Et pareil aussi sur vraiment votre titre ou la qualité de votre contrat. Si vous étiez en CDD, en stage, pardon, ne mettez pas CDD. Vous pouvez toujours rester honnête en entretien, sur le CV également. Voilà. N'essayez pas de contourner le sujet, ça c'est aussi très, très important. Parce que de toute façon, s'il y a un trou dans votre CV, on va vous poser la question, c'est évident. Donc autant être le premier ou la première à en parler. Et comme le disait Rosemary Marcio, du coup, qui est la coach, qui était notre invitée dans la précédente émission, elle parle de mettre le poisson sur la table. Moi, je trouve que c'est aussi une bonne expression sur le trou dans le CV. C'est-à-dire que vous avez un trou dans le CV, et ben, soyez le premier à aborder le sujet et expliquer les choses tout de suite. Enfin, ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est se justifier. Voilà, c'est clairement pas l'endroit et on n'est pas là pour juger de vos choix ou de ce qui s'est passé. On est juste là pour comprendre, en fait, l'évolution de votre carrière et votre parcours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et surtout éviter, voilà, d'être, voilà, trop dans l'émotion. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont pleuré en entretien. On est, dans de l'humain, c'est vrai, il y a des choses pas faciles qui sont arrivées, mais voilà, mais on reste quand même dans un environnement professionnel, donc essayez autant que possible, de rester là-dessus. Donc pour conclure, quand on a un trou dans son CV, soyez vraiment honnête, positif, factuel, assumez vos choix, expliquez aussi ces interruptions dans votre parcours, même celles que vous n'avez pas choisies. J'ai une citation, une fois n'est pas coutume, j'ai longuement cherché cette citation. J'en ai trouvé une qui parle de transparence justement. Donc c'est par transparence que l'on découvre des éléments de sa propre vie et que l'on apprend sur soi. C'est une citation de Wajdi Mouad, qui est écrivain et metteur en scène libano-canadien. Je vous la mettrai dans le chat. Et je trouve qu'elle est vraiment importante, cette citation, parce que quand c'est possible, montrez en quoi tous ces trous dans votre CV, en fait, vous ont appris des choses et vous avez ressorti quelque chose d'intéressant et important. Donc, essayez de mettre ça en avant. Et en plus de ça, la transparence, elle vous rend plus crédible encore et inspire confiance. C'est vraiment une recruteuse qui vous le dit, donc croyez-moi. À toi, Pierre. Merci Audrey, on enchaîne. We do. Alors écoutez, moi, il y a quelque chose qui revient régulièrement avec les directeurs juridiques que j'accompagne ou les directions juridiques voilà, avec qui on fait des off-sites, etc. C'est la question des KPIs, les Key Performance Indicators. Et quelle est leur utilité et comment en faire? C'est vrai que la première réaction d'un juriste quand on lui demande d'avoir des KPIs comme le commercial ou le BizDev, c'est enfin,
pourquoi, qu'est-ce que je vais te dire, etc. Alors, je vais essayer de vous en parler un petit peu. C'est vrai qu'on attend les directeurs juridiques de plus en plus sur ce sujet. Il y a de nouvelles exigences et vous savez qu'on veut que ce soit des business partners, même j'appelle ça moi des trusted advisors, des conseillers de confiance auprès de leurs CEOs et faire partie du comité de direction de l'entreprise parce que, évidemment, vous le savez, c'est mon dada, un directeur juridique doit faire partie du comité de direction de l'entreprise et ne doit pas reporter au CFO, virgule, ça je le dis à chaque fois que je peux. Donc, quand on fait partie du comité de direction de l'entreprise, eh bien, on attend d'eux qu'ils soient aussi en mesure de contribuer à la croissance de l'entreprise et donc quelque part un petit peu de faire comprendre leur valeur ajoutée. Alors, comment est-ce qu'on démontre sa plus-value quand on est un directeur juridique, quand on a une équipe juridique? Eh bien voilà, je vais essayer de vous donner quelques pistes sur ces fameux KPIs à mettre en œuvre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Key Performance Indicator? C'est vraiment démontrer sa valeur ajoutée au business. Alors, il n'y a pas d'indicateur magique qui s'applique à toutes les directions juridiques. Tout dépend du secteur, de la taille de l'entreprise, du profil de la direction juridique, de ce qu'elle externalise, de ce qu'elle internalise. Donc, pour moi, la mesure de la performance de la direction juridique doit toujours avoir un seul objectif, c'est de réfléchir à la démonstration qu'on veut apporter au business, c'est-à-dire qu'on part de ce qu'on veut démontrer, la cible de ce qu'on veut démontrer, et on travaille à l'envers. Donc, par exemple, pour être un peu plus clair, ça peut être un KPI tout simplement pour le directeur juridique qui a besoin de comprendre de chiffres très concrets pour piloter sa direction juridique. Ça peut être pour votre équipe qui va avoir besoin de ces indicateurs pour montrer une certaine visibilité de l'équipe en elle-même. Ça peut être des chiffres pour le DG qui va avoir besoin de justifier de l'activité du département, peut-être à ses actionnaires ou à d'autres, ou pour simplement vous-même avoir des solides arguments pour demander un plus gros budget ou des headcounts, des personnes supplémentaires dans l'équipe. Les DAF adorent ça parce qu'ils sont friands de chiffres. Et puis, parfois, le business ne comprend pas vraiment votre mission. Certains au comité de direction ne la comprennent pas. Alors là, on les aide à comprendre. Alors, une fois déterminé votre besoin, pourquoi vous allez avoir des KPIs, il y en a des tas à mettre en œuvre. Je vais vous en donner quelques-uns. Alors, par exemple, le premier, assez classique, c'est l'évolution de la dépense. Ça vous aide à piloter vos coûts. Et les directions juridiques, elles aussi, ne sont pas exemptes de contrôler leur budget. Et souvent, d'ailleurs, ce budget est donné au directeur juridique sans beaucoup de contrôle, souvent de la DAF, parce qu'il y a beaucoup de sujets confidentiels. Et donc, le directeur juridique doit gérer lui-même son budget. Alors, il est concerné par l'aspect budgétaire, le directeur juridique. Alors, ça peut être intéressant de cartographier les centres de coûts les plus onéreux pour trouver des axes d'optimisation. Ça peut donner aussi une indication sur beaucoup de coûts externes. Peut-être qu'il serait temps d'internaliser ce sujet que l'on externalise constamment. Et grâce à ce KPI, la direction juridique peut aussi peut-être obtenir pour lui des informations, des classements de ses propres cabinets d'avocats pour voir combien ils coûtent versus leur productivité. Alors, vous allez me dire, oh là là, il faut remplir des spreadsheets dans tous les sens, etc. Non, il y a des legal tech qui sont formidables pour ça. Je vais faire mon petit coup de pub à une que j'adore, qui est utilisée dans la Silicon Valley par quasiment tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est les Uber, les Pinterest, etc. Ça s'appelle simplelegal.com. Je vous invite, si vous êtes directeur juridique, à aller y faire un tour. Ça vous donne, c'est un outil du côté de l'avocat qui voit où en sont ses factures, où est-ce qu'elles sont payées, etc. Et pour le directeur juridique, c'est absolument extraordinaire. D'un clic, on sait combien on a dépensé en propriété intellectuelle, combien on a dépensé en contrat, quel est le collaborateur qui dépense le plus en frais d'avocat. Au niveau du directeur juridique, et ça fait des pie charts, des trucs dans tous les sens, on fout ça dans des présentations PowerPoint, tout le monde est content et ça se fait hyper facilement. Donc ça, c'est une legal tech que je vous recommande. Après, il peut y avoir un autre KPI, c'est le temps moyen de traitement d'un dossier. Un KPI pour gagner en efficacité. Donc, par exemple, c'est le temps moyen de traitement d'un dossier. Alors, bon, évidemment, quand on prend celui-là, il faut prendre en compte la nature et la complexité des dossiers traités. Mais voilà, ça peut être intéressant de cartographier vos interventions et le temps que vous passez, notamment si vous passez beaucoup de temps avec un département tout le temps et que ça revient, il y a peut-être un problème. Et puis, vous pouvez aussi comme ça distinguer hyper rapidement les sujets à super faible valeur ajoutée, type la revue des NDAs ou les contrats d'échange marchandises, une espèce de cauchemar de tout juriste. Voilà, ça peut être intéressant de voir comme ça où est-ce qu'on peut peut-être optimiser les choses.
Un autre KPI, c'est donc le nombre de dossiers traités pour refléter votre productivité. Est-ce que c'est le nombre de dossiers traités avec les mêmes paramètres est en constante augmentation? Et donc, vous êtes-vous organisé face à cet accroissement? Faut-il du coup outsourcer certaines tâches ou au contraire, il est urgentissime d'avoir des collaborateurs supplémentaires? Et donc, ça vous permet de vous donner des billes au moment de cette, de cette négociation budgétaire. Alors, si vous commencez à traiter un nombre croissant, tu vas rougir, Thibaut, tu vas m'empêcher de parler, mais je vais te faire de la pub. Pensez au legal tech, là encore, il y en a de très nombreux sur le marché pour notamment organiser les contrats, les classer. Et évidemment, il y a celle de notre ami Thibaut, getleeway.com. On ne va quand même pas ne pas parler de toi. Et voilà, et puis il y en a d'autres. Je ne sais pas si Alex est là aujourd'hui, mais il y a par exemple Equify pour gérer votre actionnariat salarié, une autre super legal tech. Il y en a plein comme ça qui existent. Pensez à ça, les legal tech sont en train de changer la fonction juridique et il faut amener vos entreprises à comprendre d'investir dans ces legal tech qui vont vous permettre de vraiment travailler sur les choses intéressantes. Un quatrième conseil, ça peut être le bilan annuel de l'activité juridique. Alors moi, je l'adore celui-là parce que ça permet, sans le montrer qu'on fait sa propre promo, de faire sa promo. Et donc, généralement, c'est un super moyen de faire une présentation au CEO des événements majeurs sur lesquels on a travaillé, des axes, par exemple, pour 2022. Est-ce que le CEO est d'accord qu'on va travailler sur ça? On est à peu près sûr qu'il sera d'accord, mais l'intérêt, c'est qu'on se permet, sous couvert de montrer le bilan annuel de l'activité, de montrer tout ce que fait la direction juridique. Donc ça, c'est un conseil que je donne souvent aux DJ et équipes juridiques que j'accompagne. Et voilà, ça tient au courant de votre direction générale. Bon, vous avez compris, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des KPI. C'est pour ça que j'ai écrit un article dessus que je vous donne gracieusement en téléchargement sur le lien WeTransfer qui s'affiche dans un instant. Vous pouvez le récupérer, mais vous verrez, il y a plein de KPI. Il y a les départements qui ont le plus souvent recours à la direction juridique, les contentieux transigés, gagnés, perdus, le nombre de créances recouvrées. Tout ça, c'est formidable pour montrer le point de vue du juridique. La ventilation du budget alloué à la direction juridique, le budget de la direction juridique comparé au chiffre d'affaires de l'entreprise, le nombre d'heures de formation que la direction juridique a donné en interne, le nombre de négociations contractuelles menées, le turnover des membres de votre équipe, etc., 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 etc. Il y en a des tonnes. En conclusion, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Pensez à utiliser les legal tech disponibles. Je l'ai dit, vous pouvez même envisager, soyez fous, de mettre en place un ticketing system pour le legal. Si vous voulez jusque-là, il y a Shakespeare qui propose ça. Le lien arrive. Vous pouvez, si ça vous paraît trop compliqué tout ça, faire appel à un legal ops et peut-être un legal ops externalisé. Alors là, pareil, elle est venue à Club Sandwich, donc c'est mon deuxième shout-out aujourd'hui. Allez voir Émilie. Émilie, qui est spécialiste des legal ops et qui a parlé dans un précédent rendez-vous et que vous pouvez aller voir. Je voudrais simplement finir sur un point excessivement important. Il ne faut pas que cet exercice se transforme à devenir des tâches de collecte d'informations sans fin au détriment du travail juridique. Il faut utiliser ces KPI pour faire briller la direction juridique pour les opérationnels, c'est parfois difficile d'appréhender le travail de la DG et ça doit vous aider. Et donc, comment mettre en lumière toutes les formations que vous faites, tout le travail que vous faites. Le KPI, c'est différent du reporting. Attention, ce n'est pas un outil de défiance envers les équipes, ce n'est pas du micromanagement, c'est un outil au service de l'équipe juridique. Soyez fiers de ce que vous accomplissez au quotidien, montrez-le et soyez fabulous. Voilà. Merci Pierre, merci Audrey, super chronique tous les deux. Peut-être pour commencer par la première question, donc on a une question de Stéphane, salut Stéphane, qui nous demande, lui, Besma, si toi tu as senti une réaction différente suivant les continents chez les juristes d'accord. Une réaction différente. De toute façon, ce n'est pas la même approche. On sait qu'il y a des différences d'approche juridique par région et par type de droit. Non, parce qu'en fait, non, parce qu'on a tous subi la même chose au même moment. Je crois que ça a éliminé pas mal de différences, notamment peut-être à la différence de l'Amérique du Sud qui a eu un petit peu de retard, et encore. D'accord, donc pas vraiment de disparité au final entre les pays
Pas, Ça a été- pas dans ces circonstances. Il peut y en avoir de manière générale, mais pas dans ces circonstances. ouais. Ok, et donc lui, Stéphane précise là à l'instant, donc Asie et États-Unis, même réaction. Ouais. Oui. Ah, sur ce sujet de la gestion de crise, oui. Ok, On a une entendu. question aussi de, pardon Thibaut, on a une question de Stéphanie, du coup, qui a vu elle-même qu'elle a constaté que le confinement a été plutôt bien géré, mais que ça a décuplé les horaires, c'est devenu vraiment non-stop dans sa société. Comment est-ce que toi, tu l'as constaté chez Accor? Est-ce que tu as été plus attentive à ça, justement? Tu en parles un petit peu avec le fait d'encourager à déconnecter aussi, mais est-ce qu'il a mis en place des choses plus particulières sur ce point? Alors, nous, on a peut-être une spécificité, c'est que toutes les équipes étaient au chômage partiel. Donc, pendant des mois, n'ont pu travailler que 50% du temps. Donc, il y avait déjà une limite que je rappelais tout le temps en disant, vous êtes au chômage partiel, donc vous ne travaillez que le temps, ce qui est très, très dur, hein, parce qu'à côté de ça, la charge, elle ne diminuait pas. Mais donc effectivement, j'essayais de rappeler à tout le monde que si on était à 50% du temps, on ne travaillait que 50% du temps et qu'il ne fallait pas le dépasser. Alors, on sait que ça arrive, on le rappelle, on le dit, on explique aux clients en disant, écoute, oui, tu veux ta réponse immédiatement, mais tu sais quelle est la situation, elle est la même chez toi, n'attends pas que les gens travaillent, parce que c'était important aussi de faire respecter ça. On ne fait pas ça juste pour la galerie. Si on estime que les gens doivent être à 50%, c'est qu'on est… Et si ça n'est pas tenable, on passe. Donc voilà comment on l'a géré. En dehors du chômage partiel, on le rappelle, on le dit. Moi, je sais que de manière générale, je trouve que c'est à nous de gérer notre temps. Donc, on a cette discussion avec certaines personnes. Si le mercredi après-midi ou lundi après-midi ou jeudi matin, peu importe, on a besoin de 3 heures ou parce qu'il y a les enfants qui étaient à l'école, qui étaient à la maison. Enfin, chacun devait s'organiser. Et j'espère qu'ils l'ont tous entendu que pour moi, le plus important, c'était que les personnes s'organisent en fonction de leurs propres besoins. Et que, évidemment, l'idée, ce n'est pas de répondre à 11 heures du soir aux mails si on a travaillé toute la journée. Mais voilà, c'est plutôt dans la confiance et dans aussi, ça je le rappelle souvent, hein, qu'on n'est pas là pour travailler, il ne faut pas se tuer à la tâche. Enfin, bon, je ne sais pas comment le dire, mais qu'il faut s'organiser, mais trouver son compte. Tout à fait, ouais. Et il y a une dernière question, peut-être sur, bon, je ne sais pas si c'est toi qui as géré ce sujet, mais tu vas vite nous dire, sur les relations avec les banques. Est-ce qu'elles vous ont bien supporté de manière générale et est-ce qu'il y a eu des disparités entre les banques? Voilà, c'est une question d'Ella. Alors, Accor a la chance d'avoir beaucoup de liquidités et n'a pas fait appel ni à un prêt garanti par l'État, ni à des mesures de soutien de financement bancaire. On a mis en place, on a émis des obligations convertibles, des choses comme ça. Et là, les banques, mais c'est un instrument commercial et on a profité de bonnes conditions, mais on n'a pas eu à faire, nous, directement, aux banques pour le soutien de notre activité. C'est une chance. Absolument. Je crois qu'on a posé toutes les questions. Je n'en vois pas d'autres. Exactement. Merci, Besma, pour ton temps aujourd'hui et ta disponibilité. C'est hyper cool de ta part. C'était super intéressant, je pense, pour tout le monde ici d'aborder ces sujets avec toi et puis de connaître un petit peu ton point de vue. Donc, merci pour ça. J'espère que ça t'a plu. Beaucoup, et j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci Basma. On vous remet juste en dessous le lien pour écouter l'émission en podcast, en replay, si vous voulez nous voir, revoir, réécouter avant de vous endormir ou quand vous faites du sport, on vous met le lien. Comme ça, n'hésitez pas. Et puis, tous les replays des 2 saisons sont maintenant disponibles sur notre site. Vous verrez, il y a 2 onglets. Donc, sur le site www.accor.fr
www.club-sandwich.legal et vous pouvez nous revoir si vraiment vous ne trouvez pas de série intéressante sur Netflix, Disney+, ou Prime. Il y a nous, ça va vous occuper. Il y a 24 épisodes, donc voilà. Et la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, Thibaut? Dans 15 jours, donc, on accueillera Charlotte de Mano Mano, qui est Head of Legal de cette entreprise du Next 40 qui connaît une croissance fulgurante, donc que vous connaissez sûrement. Donc Charlotte, on est ravis de l'accueillir et on a hâte d'être déjà dans 2 semaines. Absolument, il reste 3 numéros pour la saison 2. Charlotte est le prochain et on a près de 2 super invités, mais on ne vous les révèle pas encore, mystère. Mais vous les trouverez sur le site, on va bientôt les mettre. Voilà, et ben formidable, c'est à moi d'appuyer sur le jingle, je crois, Thibaut. Exact. Merci Besma, merci à tous. Merci Besma, au revoir à tous, à dans 15 jours. How it feels, here about to see what it's like. Bring back